En virage cette semaine, nous avons en studio le Porsche Macan EV 100% électrique. On va parler du salon de l'Autosport. En chronique, on se déplace chez Desharnais Pneus Mécaniques et aussi chez Silverwax. Des nouvelles de l'industrie, on répond à vos questions. Tout cela à virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. En studio avec moi aujourd'hui, Jacques, bienvenue, Marc Bouchard. Salut, messieurs. Salut, mon cher. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, on a une belle voiture en studio, Porsche Macan EV, donc version 100% électrique. Porsche ont décidé d'arriver avec ce petit véhicule électrique, leur deuxième véhicule électrique, parce qu'on a déjà le Taycan. Et sur certains marchés, parce qu'on a des philosophies différentes chez Porsche, en Europe, sur plusieurs marchés, on a décidé que ça allait être le seul véhicule. Et ici, on a décidé qu'on allait probablement poursuivre l'aventure avec les versions soit essence, soit électrifiées. Je suis obligé de te dire cependant que je suis pas certain que Porsche a décidé tant que ça. Parce que quand on fouille dans les titres, en fait, on se rend compte que le Macan à essence ne répondait pas aux normes de cybersécurité imposées par l'Union européenne, puis que ça aurait coûté trop cher de l'updater, si tu veux, de le mettre à jour pour qu'il soit efficace. Donc, on a choisi de retirer dans certains pays le Macan à essence parce que ça coûtait juste moins cher de le faire. Il y a toujours une raison sous-jacente, évidemment, aux décisions prises. Il faut creuser un petit peu plus. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ce véhicule ici? D'abord, il est sur une plateforme dédiée 100% électrique, évidemment. Et on a aussi modifié le design du véhicule intérieur-extérieur pour justement le moderniser. Et on a bien fait de le faire parce que vraiment, là, c'est très réussi comme design. C'est très réussi comme design, c'est très réussi comme composition complète. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose de très homogène, même si on a changé le style, on a respecté la personnalité Porsche. Hein? On sait, une Porsche, c'est une Porsche, on la remarque de loin et on est capable de reconnaître. C'est le cas quand même du Macan électrique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, il est plus aérodynamique, il est mieux réussi, la calandre est vraiment belle et l'intérieur a aussi été bien pensé. Écoute, je vais commencer tout de suite par chialer sur la seule affaire que j'ai envie de chialer sur ce véhicule-là, c'est le prix, à 125 000 pour ce véhicule-là. Parce qu'au-delà de ça, tout le reste est vraiment une bonne chose du côté du Porsche Macan. Bien sûr, en termes d'autonomie, vous pourrez en parler, vous l'avez conduit plus que moi. C'est un véhicule qui est quand même efficace, qui est agréable, qui a conservé la personnalité. Jacques pourrait en parler encore mieux que moi de comment une Porsche se conduit. Je pense que c'est assez clairement ce qu'on a réussi à faire avec le Macan. Donc, pour moi, c'est un très, très bon coup. Mais bon, disons que question budgétaire, là, je trouve qu'on est allé un petit peu fort sur le crayon du côté de chez Porsche. Dépendamment du crayon qu'on a ou de la grosseur de la mine qu'il y a après. Oui, bien c'est ça. C'est fabriqué en Allemagne. On le sait, à Leipzig, c'est une vraie voiture allemande, souvent qui pourrait être fabriquée dans d'autres pays, mais qui est fabriquée justement là-bas, dans ce pays-là. C'est un véhicule qui est connu. On sait que depuis 1948 que Porsche existe. Alors, moi, ça a été un peu plus tard que ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce modèle de voiture-là. Et j'ai eu là, les SC90 et compagnie jusqu'au jour où on est descendu de ces voitures-là sport et pour embarquer dans les SUV. Et moi aussi, je suis bien reconnaissant que Porsche ait fabriqué la voiture qu'on a ici, la Macan, parce que c'est une belle voiture, une belle dimension de voiture. C'est pas la plus spacieuse, c'est pas la... Mais au niveau plaisir de conduire, là, ça se rapproche énormément de la philosophie de Porsche de rouler un véhicule qui dit quelque chose. C'est un véhicule qui est sur la direction, qui est direct, il répond immédiatement. Il n'y a pas de tangage de la carrosserie où tu n'as pas l'impression que la voiture va valser ses pneus ou quoi que ce soit. Tourne le volant, c'est tourné. T'sais. Une chose que j'ai remarqué, par exemple, avec les roues 22 pouces chez nous, ici au Québec, il faut être attentif aux trous qu'il y a là, parce que si tu t'adresses dans un trou avec ça,
ça va être dispendieux, ça va être désagréable. Daniel parlait tout à l'heure au niveau de la plateforme partagée. On sait que c'est partagé avec Audi, la plateforme. Alors, ça va été développé avec ces deux compagnies-là pour être certain que ce serait intéressant. Un moteur, c'est-à-dire que ça fait 442 chevaux, cette affaire-là, avec les deux moteurs électriques. Et c'est quelque chose, ça, quand tu appuies là-dessus, là, que tu veux. Oui. Moi, hier, je suis parti avec cette voiture-là, puis je me disais, ça tire donc bien. Puis il me semble que ça arrête pas de tirer, tu sais. Mais tu es obligé de lâcher l'accélérateur parce que tu es dans la circulation. Alors, il y a une batterie 100 kW qu'on dit qu'on peut utiliser 95 kW de cette voiture-là. Agréable à conduire, agréable au niveau des sièges, agréable au niveau du confort, un tableau de bord qui n'est pas trop excitant. J'ai trouvé que l'écran aussi était beaucoup plus facile à utiliser que les écrans qu'on a eus antérieurement. Je suis pas fou du fameux petit bras de vitesse qu'on a mis dans le tableau de bord. C'est encore mieux que, comme tu disais, Daniel, que celui qu'on avait sur la console. Ça, je trouve qu'il y a une place à amélioration avec ça. Ils ont conservé le fameux bouton de départ du côté gauche du volant qui est là depuis que Porsche existe. Moi, ce que j'en ai, par exemple, c'est sur le bas de la voiture, le bas de porte, la moulure qu'il y a. Je trouve qu'elle est trop proéminente. Quand je descends de la voiture, je la nettoie à tout coup avec mon jeans ou avec mon pantalon parce qu'il est vraiment porté vers l'extérieur. Dépendamment de la grandeur qu'on est, Daniel, il a des grandes jambes. Il peut fort probablement qu'il est correct quand il débarque, les jupes accrochent pas là. Une chose qui m'a surpris, c'est qu'au niveau du prix de la voiture, toi, tu as trouvé que le prix était élevé. Je vais te donner un exemple de quelque chose. Les roues 22 pouces, c'est une option de 5 210 $. Les roues arrière directrices, c'est une option de 2 320 $. Une autre chose, sonorité Porsche. Il s'agit d'un véhicule qui a un son émotionnel. Ils ont développé un son pour ça. Ça, je l'ai cherché. Si tu t'ennuies du son d'un moteur, tu peux l'avoir. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais en Europe, c'est obligatoire d'avoir des sons pour les voitures électriques. Justement. Donc, eux autres ont fait appel à je ne sais pas qui, psychologue, pour faire un son. C'est moins cher qu'une thérapie. Ouais. Mais une chose qu'on a chialé sur d'autres compagnies automobiles qui n'avaient pas d'essuie-glace en arrière, eux autres, il y en a un, mais il était 410 $ d'option, si t'en veux un. Il me semble qu'un Porsche, là, ça doit venir avec des essuie-glaces. C'est comme ça vient avec des pare-soleil en dedans, tu sais. Ou bien non, que tu dis à quelqu'un, non, moi, ceinture de sécurité, j'en veux pas en arrière, il n'embarque pas personne, tu sais. Des détails comme ça. Mais véhicule intéressant, véhicule agréable à conduire, des freins comme ça doit être sur un véhicule. Moi, si j'avais peut-être 125 000, ouais, peut-être que je serais acheteur. Question autonomie. C'est ça l'affaire. Au niveau de l'autonomie, on parle d'un prix avec toutes les options, puis c'est un modèle tout équipé qu'on a ici, c'est 125 000. Et c'est à peine. Mettons, là, si on veut être clair, là, vous achetez selon les versions, parce que Porsche, on fait beaucoup de versions, donc tu en as une à propulsion, tu as 4S, etc., etc. Tu as même turbo. Je sais pas pourquoi on continue d'utiliser les termes turbo sur des voitures électriques, mais achetez-le pour entre 4 et 500 km. La version propulsion va vous donner à peu près 500 km. Les autres versions vont jouer entre 400 et 500 selon les conditions. Puis, évidemment, s'il fait froid, vous allez tomber en bas, pour certaines versions 4 roues motrices, en bas de 400 km d'autonomie. Donc, c'est encore, même si c'est une des dernières voitures électriques à arriver sur le marché, c'est encore dans les 4 à 500 km d'autonomie. On n'est pas passé dans le 5 à 600 km. C'est ce qu'on a hâte avec les nouvelles générations. De ce côté-là, c'est un peu décevant, mais ça, c'est pas caché. Si vous savez combien de kilométrage vous avez besoin, la recharge est assez rapide. Ça, c'est un bon point. Mais il reste qu'au niveau de l'autonomie, sachez que c'est environ dans la moyenne actuelle, ça amène à rien de nouveau. Oui, parce qu'en fait, c'est monté sur la même plateforme 800 volts, en fait, que la Taycan. Donc, on utilise le même genre de technologie. On dit 20 à 80 en à peu près 24 minutes. Donc, ça vous permet de récupérer quand même pas mal, effectivement. Puis, tu vois, propulsion, on annonce 507 km. Ça, c'est ce qui est prévu.
C'est toujours plein de bonne volonté avec le vent dans le dos d'une côte qui descend parce que pour le reste, ça dépend des conditions, évidemment. Là. Les vraies critiques, je pense bien aussi, viennent plutôt de la dimension du coffre avant, qui est tout petit. Tu as de la misère à mettre une douzaine d'œufs puis ton pain. Puis le coffre arrière, qui est tout petit, puis le plancher est assez élevé. Mais en dehors de ça, quand on l'achète, on le voit. Puis Mais on n'a pas parlé de qualité de fabrication, de qualité des matériaux, l'assemblage, etc. C'est un Porsche. C'est Aucun absolument reproche. irréprochable. Il y a un rappel sur les phares qui sont trop puissants. Donc, il faut ajuster le tout du côté de chez Porsche. Donc, on voit trop la nuit. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ça aveugle les surtout autres ça. voitures. C'est plutôt ça le problème. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête et au retour, on se déplace chez Desharnais Pneus Mécaniques. Restez là. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Ce segment d'émission vous est présenté par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécaniques. Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Super bien. Alors, Danny, aujourd'hui, tu nous as emmené... C'est pas des nouveautés, c'est tes meilleurs vendeurs ou c'est tes choix personnels, un des deux? C'est des choix qui se vendent bien. C'est des choix que les clients apprécient beaucoup. C'est sûr, Daniel, qu'on aurait pu en mettre facilement 5, 6 autres. On aurait pu remplir en avant de nous autres. Mais le but, c'est de choisir quelques produits comme ça qu'on va discuter un peu plus. OK. Alors, des produits populaires. Puis Oui. pourquoi ils sont populaires? Commence, évidemment, avec le premier. Oui, on va commencer du côté de Nokian. Dans une chronique qu'on a fait auparavant, on a parlé des produits AT, all-terrain, comment c'était populaire de plus en plus, puis que ça se bousculait aux portes, qu'il y avait beaucoup de fabricants dans ce créneau-là. Nokian ne fait pas exception à la règle avec son Outpost NAT. Pourquoi je l'ai mis comme un peu un de mes produits vedettes ou que j'apprécie beaucoup, c'est que, premièrement, Nokian ont refait complètement le look de ce produit-là. OK. Il y a de ça, c'est la 3e année maintenant. Ils ont fait un côté avec les flancs plus agressif, ce qui est vraiment apprécié des consommateurs. Et ce que j'aime par-dessus tout, le prix. OK. Sincèrement, Daniel, ça vaut la peine de le comparer avec tous les grands fabricants. On parle d'un KO2, maintenant KO3, on a parlé aussi dans une chronique de Dueler avec Bridgestone. Je vous le dis, rapport qualité-prix au niveau des produits AT, le Outpost NAT, il est dur à battre. Il est Très dur à beau look, très, très bon produit, se comporte bien sur la route, pas trop bruyant. Un de mes Produit de choix. Oui. Beau produit. Si on regarde de l'autre côté, on a un autre Nokian. Celui-là, c'est le One HT. C'est un produit qui est beaucoup plus adapté pour la grande route. Encore une fois, un produit que j'adore vraiment. Pourquoi? Les gens arrivent, puis ils vont tirer des roulottes ou ils vont charger un peu plus, mais leur véhicule sort en P métrique. Donc là, ils vont nous dire, mets-moi du 10 plis ou même moi, on n'est pas obligé de faire ça. Les gens ont tendance à faire ça parce qu'ils veulent pas que leurs pneus usent mal. Ils veulent que leurs pneus soient capables de supporter la charge. Ce produit-là, très bon produit pour ça. Et au niveau de l'usure, il use vraiment, vraiment bien. On peut le voir, les deux épaulements extérieurs rattachés. Donc, même si on surcharge un peu à l'arrière, le produit va le prendre, puis le produit va garder une usure beaucoup plus égale. Sincèrement, un de mes coups de cœur aussi chez Nokian, le One HT. Beau pneu. Oui. On ne peut pas passer à côté de le produit, ici à ma gauche, le Defender. Michelin est reconnu pour la douceur de roulement. Le Defender 2, c'est la nouvelle génération qu'ils ont fait. Quand les gens arrivent en succursale puis ils demandent un Michelin Defender, même si on a des bons conseillers, même si on peut conseiller d'autres produits, très difficile. Les gens qui ont essayé ces produits-là, les gens qui cherchent la douceur de roulement comme critère de sélection numéro 1, c'est le produit vedette. C'est un beau produit. On va lui donner, Michelin ont des promotions agressives. On tombe avec des promotions avec la pose et le balancement, la main-d'œuvre inclus de la part de Michelin. Donc, c'est un produit qui mérite d'être découvert s'il n'a jamais été essayé ou un produit qui est réutilisé par plusieurs acheteurs. Oui, parce que ça, c'est très populaire. Et Michelin, dans la douceur de roulement, comme tu l'as dit, sont difficiles à battre.
Alors, arriver avec un autre produit, tu risques de moins l'aimer. On regarde notre valeur sûre, puis on travaille avec les pneus. Ça va arriver, Daniel, en fin de saison. On a moins de disponibilité. Fait que là, on va suggérer d'autres choix. Faut que tu connaisses les pneus un peu pour arriver avec de quoi de proche de Michelin au niveau de la douceur de roulement. Puis il est durable. Oui. Durable, Au niveau du carénage. belle garantie. Sincèrement, un produit que j'apprécie beaucoup aussi. Tu l'installes sur quel type de produit, quel type de véhicule? C'est tellement large C'est comme varié application, aussi. sincèrement. On peut aller autant dans des profils un peu plus serrés, des profils 45-50. On a accès à du Defender, exemple 235, 45, 18, que c'est une grandeur qu'on parle beaucoup. Il y a possibilité de mettre ça. Les Accords vont sortir, par exemple, à cette grandeur-là. Il y a beaucoup d'applications possibles. Très, très beau produit. OK. À l'arrière, c'est pas un produit récent. Les gens vont dire, tabarouette, me semble que ce produit-là, il y a de l'âge un peu. Le Hassan GT, c'est un Yokohama. Daniel, la raison pourquoi je l'ai mis dans mon top 5 de choix que j'apprécie, c'est qu'on règle beaucoup, beaucoup de problématiques avec ce pneu-là. Exemple, les Lexus, que tu connais très bien, Oui. c'est des véhicules au niveau de l'usure, surtout les produits qui ont deux grandeurs, une grandeur avant, une grandeur arrière différentes. Beaucoup de problématiques au niveau de l'usure. Souvent, ça va donner des usures un peu en bosse au niveau de l'épaulement intérieur. Le Hassan GT, c'est un produit qui nous aide à régler des problèmes. OK. Donc, c'est pas un produit récent. C'est un produit en âge qui doit varier entre 7 et 8 ans, je dirais, mais c'est un produit qui se comporte toujours bien, va nous donner un bon rendement kilométrique, belle douceur de roulement. On peut voir que c'est un produit qui a les épaulements assez arrondis, ce qui pardonne énormément pour les véhicules qui ont du carrossage un peu négatif, tu sais, des alignements qui sont un peu plus sportifs. Le Hassan GT, très bon choix. Mais 7-8 ans, tu sais, c'est pas comme une voiture. Là. Il n'a pas été fabriqué il y a 7-8 ans. Non, on C'est s'entend. juste que sa sortie est de 7-8 ans. Pourquoi changer un produit quand il va bien? Tu sais, les fabricants changent beaucoup leurs produits, beaucoup leurs semelles. Le Defender à côté de toi, Michelin, n'a pas intérêt à toucher à ça avant des années et des années. Ça va bien, c'est doux, ça roule bien. Souvent, on voit des produits efficaces, on change la semelle pour se moderniser à cause de la concurrence. Pourquoi on fait ça? Si on regarde les produits haut de gamme, exemple, Michelin en été, c'est la référence, on va se le dire. Fait que si Michelin, pour une raison X, Y, Z, se fait dépasser, se fait damer le pion un peu par un autre produit, autant au niveau de la douceur de roulement, rendement kilométrique, bien c'est sûr qu'ils veulent garder leur position de tête. Je vais prendre l'exemple de Nokian en hiver. Nokian en hiver, un cycle de pneus, c'est 4 ans. C'est très, très rare qu'un Nokian va dépasser 4 ans sur un produit d'hiver. Pourquoi? Technologie change. Là, on le sait avec l'avènement des véhicules électriques, la résistance au roulement, tout l'environnement. On va avoir un produit qui adhère, un produit qui donne une excellente traction, mais on veut aussi un produit qui est écologique. Donc, tu sais, on s'entend, là, un produit qui est lancé aujourd'hui, bien, dans les fabricants, pour avoir travaillé là quelques années dans ma vie, on est déjà en train de concevoir le produit qui va remplacer celui qui rentre sur le marché cette année. C'est comme ça. Surtout pour les, je dirais, les fabricants de tête. Mais Yokohama, qui est un excellent produit, qui est dans le tiers 1, le bas du tiers 1, ont tendance à garder le produit un peu plus longtemps. Toyo vont faire ça. Bridgestone aussi ont tendance, avec Firestone, à garder des produits légèrement plus longtemps. Mais je suis un peu de ton avis. Quand tu as un produit qui fonctionne, qui va bien, qui te donne un beau rendement, des fois de le changer. Puis j'ai des histoires dans le passé que, exemple, Yokohama avait un pneu d'hiver, on remplacé par un autre, catastrophe. Le pneu est resté sur le marché 2 ans. Ça arrive. Fait qu'ils font pas toujours des bons coups quand ils arrivent avec un nouveau produit. La plupart du temps, ils font des bons coups, par exemple. Oui, mais... très haut pourcentage. C'est C'est beaucoup plus positif que négatif. Un petit clin d'œil rapide, Daniel, pour le dernier produit à ta droite. C'est un produit Run Flat. C'est très rare qu'on parle de produit Run Flat dans nos cliniques. J'en parle pour une raison très simple. C'est Bridgestone, c'est le Drive Guard Plus. 2 raisons pourquoi j'en parle. Produit le plus silencieux au niveau de douceur de roulement, ces affaires-là, dans les produits Run Flat, au roulage à plat, c'est le plus silencieux, je dirais, à mon point de vue. Deuxième chose, c'est un produit qui est moins dispendieux que la majorité des produits à roulage à plat. Donc, c'est le fun, une économie à ce niveau-là. Et une conception de la tringle ou des assises, le bead qu'on parle plus en bon français, c'est un bead, là. Ils ont une conception qui fait en sorte que ce pneu-là peut être monté même sur des roues standards. Fait que quelqu'un, parce qu'il y en a maintenant des véhicules qui n'ont pas des run flat, mais qui n'ont pas de spare non plus, qui n'ont pas de pneus de secours, bien, ce produit-là peut se monter autant sur des roues run flat
que des roues standards, ce qui est un brevet typique à Bridgestone. Donc, je pense que ça valait un petit clin d'œil. Puis, si on va dans des régions éloignées, là, puis qu'on sait qu'il y a moins de garages qui peuvent nous dépanner, pourquoi pas changer pour ce type de pneus-là s'ils ont un bon rendement? Puis on s'entend, un produit roulage à plat, c'est un produit que les flancs sont très, très épais, donc moins de douceur de roulement. Mais si vous avez besoin d'un produit comme ça, le DriveGuard Plus est un de mes choix de prédilection. Voilà pour les chroniques de pneus, Danny. Merci énormément. À partir de la semaine prochaine, on s'occupe de la mécanique parce que c'est important de préparer son auto pour la saison estivale qui s'en vient. Alors, on se reparle pour les chroniques mécaniques la semaine prochaine. Merci, Daniel. Nous sommes de retour et je suis maintenant en compagnie de M. Olivier Némèche et Martin Danjou. Comment ça va? Ben écoute, fébrile à 2 jours. C'est ça, là, le salon jeudi. de l'autosport commence bientôt. Rappelle-nous les dates et l'ouverture. Dans le fond, jeudi, le 1er, dans 2 jours, c'est le montage de tout ce beau Tetris-là. C'est vraiment un gros puzzle cette année. C'est 180 000 pieds carrés intérieurs, près de 400 000 pieds carrés extérieurs avec les zones d'animation. Donc, on a du pain sur la planche. Et les heures d'ouverture, vendredi, de 2 h d'après-midi à 9 h le soir, samedi de 10 h le matin jusqu'à 9 h le soir et dimanche de 10 h à 17 h. Mais les activités extérieures qui sont gratuites pour tout le monde, c'est le matin de 8 h à midi. Donc, c'est comme un genre de tailgate qu'on fait pour que les gens viennent, s'amusent et découvrent un peu gratuitement, parce qu'on l'offre gratuitement. Donc, le salon Autosport. Puis après ça, bien, on invite les gens à venir à l'intérieur, faire le tour et découvrir les 180 000 pieds de beauté du sport motorisé. Beaucoup d'activités connexes, évidemment, beaucoup d'événements. Olivier, tu as déjà venu nous parler des fameux événements Car and Coffee. Ça va être encore le cas cette année? Oui, bien cette année, dans le fond, dans la zone sport, compact, tuning, voiture exotique, on a la gang, tous nos amis de chez Car and Coffee qui sont là. Et c'est ça qui est le fun, Car and Coffee, c'est qu'on commence la grande messe avec le salon Autosport et après ça, tout l'été durant, les Car and Coffee sont là. Fin de semaine après fin de semaine, et on se promène un peu partout dans la belle région de Québec pour justement montrer ces beautés-là. Donc, c'est un peu ce qu'Olivier fait, puis surtout avec son travail aussi d'importateur, d'acheteur, collectionneur Lamborghini. Il se promène, il arrive justement d'Europe nous faire des reportages avec la famille Lamborghini. Oui. C'est hâte, Pour là. vrai? Ah oui, c'est hâte. Oui, les héritiers de la famille directe. J'ai passé 4 heures avec l'héritier principal, Tonino Lamborghini. J'ai interviewé, j'avais toute mon équipe, caméraman, ingénieur du son et même la lumière. Donc, on a fait une superbe interview à découvrir prochainement. Mais ben oui, mais parle-moi justement intéressante. de la famille Lamborghini. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on passe notre temps? Comment est-ce qu'on s'implique dans le développement encore de la compagnie? Qu'est-ce qui se passe? Alors non, Ferruccio Lamborghini, le paternel, a tout vendu, tout morcelé il y a bien des années. Aujourd'hui, les automobiles Lamborghini appartiennent au groupe Volkswagen. Donc la famille est en retrait. Lui, il a lancé, on va dire, le design à l'italienne et à l'international. Donc il est équipé aujourd'hui 5 hôtels 5 stars en Chine. Ils sont avec un immeuble à appartements tout badgé aussi Lamborghini sur Dubaï, un autre qui est à Sao Paulo au Brésil. Donc il y a des gros projets. Je pense pas qu'il y a Miami qui est construit à Miami. Pas encore, mais c'est en projection. Ouais. Ils sont aussi avec une gamme café, mobilier, des alcools, du vin. Donc C'est des gens d'affaires qui sont restés dans le milieu Ce sont des gens des d'affaires affaires. qui se débrouillent très, très bien. Et donc, on est toujours là avec Tonino le fils, qui est le patriarche, mais il a quand même quelques enfants. Il y en a 5, et tout le monde essaie de s'investir un petit peu dans son domaine de prédilection. J'imagine que tu lui as posé la question « Que penses-tu des voitures actuelles Lamborghini? » Même pas. Non? OK. Même pas. On s'est attardé sur les véhicules de son père, surtout la Miura SV, qui a beaucoup de particularités, mais vous le découvrirez dans le reportage que j'ai OK, donc il a orchestré. gardé des pièces de collection venant du paternel. C'est mieux. Il a un musée complètement dédié à toute l'œuvre de son père, quelles que soient les industries dans lesquelles il s'était lancé avec succès.
Ah, ça, c'est vraiment C'est cool, intéressant parce que Oui. toute Mais- une aventure de ce qu'a vécu son père, là. C'est un Ouais. acharné. Commencer évidemment, avec les un tracteurs. visionnaire et Avec les tracteurs, puis finir avec les chars. faire de luxe. changer tous les systèmes d'injection sur les premières voitures parce qu'il voulait vraiment le bon design. Puis au niveau du moteur, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a tout fait modifier le tout. Beaucoup de choses. C'était un entêté. Mais voilà, ça c'est en parallèle de mon activité de Cars and Coffee. Et donc, nous en sommes maintenant dans notre 3e édition, nouvelle mouture. Et notre partenariat avec Martin est vraiment salutaire, puisqu'on est là avec une équipe dynamique dont, comme il l'a dit tout à l'heure, ça reste gratuit. Pour tous les participants. On a un annonceur principal qui va, à chaque année, chaque saison, se lier à nous dans le développement de communication. Et on est là à vouloir joindre et surtout toucher un esprit qui est réservé, familial, avec des véhicules en statique. Donc on est aussi dans un encadrement sécuritaire. Nous avons un staff avec des bénévoles qui sont passionnés avant tout pour pouvoir nous aider à promulguer tout simplement la passion automobile dans un cadre enfantin, n'est-ce pas? On s'amuse. Dans le fond, c'est des grands garçons avec leurs jouets. On dirait que c'est ça pareil. Dans le fond, on prend soin de nos petits bébés, nos jouets, mais c'est ça, puis on vient les présenter. C'est ça qui est le fun, comme au Salon Autosport. Tu sais, là, je suis fébrile parce que dans 2 jours, on commence ça, puis on est vraiment dedans. Puis c'est vraiment ça, c'est une extension de nous autres. Les gars, ça fait 6 mois qu'ils peaufinent leur voiture et là, on va tout vous présenter ça. C'est ça qui est le fun. Puis on a de tout pour tous les goûts, là. Comme je le dis tout le temps à la blague, du Weed Eater au Top Fuel, si ça brûle du gaz, on l'a. Puis en plus, avec la zone d'animation électrisante qu'on a cette année avec les véhicules électriques, on a même une Ferrari hybride C90, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il reste que c'est rendu ça, la technologie, puis l'évolution est rendue là. Donc, on suit un peu ce qui se passe un peu partout sur la planète. Notre annonceur principal cette année, ce sera Québec Esthétique Auto, qui est orienté sur tout le traitement anti-rouille des véhicules avec du démontage de pièces et pas juste de la bête pulvérisation. Et ils ont aussi toute une division, un département pneumatique ciblant les véhicules de sport européens et autres. Ils ont même investi, m'ont-ils dit, dans une machine sans contact pour ne pas griffer le bord des jantes qui sont à vénérer. Voilà. Au prix que ça coûte, c'est Au sûr. prix que ça coûte. Évidemment, il faut faire attention. Olivier Némèche, Martin Danjou, merci beaucoup d'être passé à Virage, messieurs. Puis bienvenue au Salon Autosport, c'est en fin de semaine. Ouais. Voilà, on s'arrête à Virage et on vous revient. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Nous sommes de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, quelques nouvelles. On s'attarde au Salon de l'Auto de New York. Oui, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de nouveautés quand même, ce qui est une bonne nouvelle parce que les salons, on le sait, zéro dévoilement au Salon de Détroit, ça donnait une drôle d'idée. À New York, bien évidemment, le premier qui a pris un peu tout le monde par surprise, c'est Volkswagen, qui a présenté un Tiguan turbo. Tu vas me dire, oui, mais il était déjà turbo. Mais là, on a un turbo plus puissant. Donc, pour 2026, pour la version R-Line, il va arriver à 268 chevaux. Ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant parce que le 201 chevaux actuellement existant était peut-être un peu léger, disons, pour la taille du véhicule. Donc, ça va arriver pour 2026, 4Motion, bien sûr, et tout. On sait que déjà, le Tiguan est renouvelé cette année. On a des nouvelles. Il va arriver d'une semaine à l'autre. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait-tu longtemps qu'on veut qu'ils trouvent la vis du turbo pour le crinquer un peu là, sur les GTI partout, ce 2 litres-là? Ouais. On voulait avoir davantage de performance. Là, on l'a, mais sur un VUS. En tout cas, on n'essaiera pas d'expliquer la philosophie de Volkswagen. Subaru aussi a été quand même très, très actif au Salon de l'Auto de New York. Ils nous ont, entre autres, présenté la Subaru Outback. Bon. Qu'est-ce qu'on en pense, Marc? Même moi, je la trouve pas belle. Je sais. Non, mais tu sais... écoute, c'est vraiment trop. Oui, on comprend qu'ils ont voulu augmenter les capacités. Qu'est-ce qu'on fait, là? On leur demande d'oser. Et lorsqu'ils osent, bien là, on chiale. Non, mais attends un instant. Je veux dire, on va parler des autres véhicules. Prends le Subaru Trailseeker, l'autre VUS électrique.
on a osé dans le design. C'est plus gros un peu que le Solterra, mais c'est beaucoup plus joli. Ouais. Le Outback, je sais pas, ils ont pris les restants des deux autres puis ils ont fait un véhicule. Je sais pas. Honnêtement, il est plus gros, excité, plus de capacité en route, mais il est vraiment pas joli. Alors que le Trail Seeker, bien, c'est intéressant. On n'a pas évidemment tous les détails. On sait que c'est 375 chevaux de puissance. On n'a pas tous les détails pour l'autonomie. On parle de 420 km à peu près. Donc, on verra évidemment tout ça là, quand on aura les prix et tout au cours des prochains mois, parce que c'est prévu au début de l'année. Mais c'est intéressant parce que c'est un véhicule plus gros. Et autre nouvelle intéressante, on en a profité pour moderniser le Solterra. Le look du Solterra est différent, donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On aurait fait la partie avant. L'autonomie est meilleure, 450 km. On commence à être dans quelque chose d'intelligent avec... on parle d'un rouage intégral, toujours. Batterie de 77 kWh. Donc, on a vraiment progressé avec le Solterra et je pense que c'est une excellente nouvelle parce qu'on n'attendait pas moins. À un moment donné, il fallait le moderniser. J'ai hâte de voir. La batterie me semble un peu petite pour l'autonomie annoncée. Ouais. Donc, on la maximise probablement à 100 j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais d'après moi, je m'attends à une variation de kilomètres importante. Par rapport à ce qu'il était. Oui. Il était à 350. 338, la dernière version. C'est ça. Donc là, on vient de s'améliorer, mais j'ai hâte de voir si on va être capable de soutenir le 450. Ça, on verra, évidemment. Kia a aussi frappé un grand coup du côté de New York avec la EV4, entre autres. Une version électrique qui est un peu plus petite que la EV6. Un beau véhicule qui, lui aussi, va arriver quelque part d'ici la fin de l'année. On parle d'autonomie estimée jusqu'à 531 km selon la motorisation retenue, ce qui est quand même pas rien. 482 si tu prends la version à rouage intégral, donc c'est vraiment intéressant. La Kia K4 Hatchback aussi a fait une apparition au Salon de New York. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on nous a effectivement confirmé qu'elle s'en venait chez nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que je la trouve vraiment très jolie. Elle est magnifique. Donc, elle va arriver d'ici la fin de l'année. Ça, c'est une bonne chose. Et on a aussi présenté la Kia EV9 en version Nightfall, là, une édition spéciale. EV3, EV4, EV5? EV5, EV5 on ne l'a pas confirmé encore. Non, mais bon, ils sont là. Oui. Ils existent du côté de chez Kia. EV6. Ça arrive quand, là? D'ici la fin de l'année. Tu sais, la EV3 fait un bout, là. Oui, la EV3, elle a gagné le prix. Elle, on n'a pas de date précise encore. La EV4, elle va arriver au début de l'année 2026. La K4 Hatchback arrive d'ici la fin de l'année. Et chez Hyundai, on a présenté le Hyundai Palisade, remodelé, redessiné. Le devant, c'est massif. Ah, c'est massif, c'est vraiment important. Et surtout, motorisation hybride. Ça va faire du bien, un peu moins de consommation de carburant sur un gros véhicule comme ça, mais on s'en va encore avec une façade et un visage t'aimes pas, là. Oui, bien, avec la palissade, un peu comme le Santa Fe. Chez Hyundai, on est assez dans le design un peu controversé, mais c'est quand même plus familial, disons, dans le cas du Palisade. Absolument. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on se transporte chez Silverwax et on va revient. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut, Richard. Salut, Daniel. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Alors, Richard, aujourd'hui, on s'occupe de l'intérieur du véhicule. Il y a un peu de travail à faire, mais une des pires choses, je pense, c'est les taches de sel. C'est ce qui nous fait le plus peur. Écoute, c'est pas enlevable. T'sais, on le sait, à un moment donné, ça devient une croûte. T'as beau mettre il y en a qui mettent des journaux dans le fond, dans le temps qu'il y en avait, là. Mais il n'y a rien à faire. Ça absorbe, le tapis l'absorbe, ça fait une croûte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du sel, hein? Du sel, ça ne se nettoie pas, il faut le neutraliser. C'est ça qui est l'idéal. C'est pour ça qu'on a développé un produit spécifiquement pour ça. La meilleure méthode pour enlever les taches de sel, c'est premièrement enlever la croûte avec un couteau ou quelque chose, et l'aspirateur, on enlève le gros. Après ça, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on prend le produit, on l'imbibe vraiment. S'il y en a épais, il faut en mettre. Il ne faut pas penser que 2-3 sprays, là, ça va neutraliser le sel, c'est pas ça. Il faut imbiber total. Exactement. On l'imbibe, on le laisse travailler, on le brosse avec une brosse quand même assez raide. Je t'ai amené une aujourd'hui. Quelque chose qui va faire en sorte que ça va rentrer et remettez du produit si vous voyez qu'il est encore blanc. Faut pas y aller à l'aspirer tout de suite. Neutralisez-les complètement, envoyez de l'eau
Puis après ça, on peut l'aspirer si on a un aspirateur à l'eau, ou si on n'en a pas, on peut tout simplement l'imbiber avec un linge humide. Là, tu conseilles-tu de l'eau chaude? Oui, l'eau chaude, idéalement, si on en a à portée de la main, c'est l'idéal parce qu'elle va faire fondre le sel. Par contre, il faut qu'il soit neutralisé parce que si on ne le neutralise pas avec le produit, c'est qu'on va l'étendre. On empire le problème. Ah, ça va être encore pire. Mais effectivement, l'eau chaude, c'est un bon truc. Si on peut en mettre, ça va être beaucoup plus facile. Et après, on aspire, comme je dis, avec un aspirateur. C'est tout ce qu'on a à faire. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce produit-là, il est fait pour neutraliser le sel et le calcium. Il n'est pas fait pour nettoyer le tapis. Il va juste enlever le calcium. Donc, son travail spécifique, on ne lui fait pas faire d'autre chose. Non, on ne lui fait pas faire d'autre chose. Parfait. Ensuite? L'autre produit que j'ai amené, c'est un nettoyant à sec. Ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est que lui, il va nettoyer le tapis. Les salles, justement, où les enfants ont renversé quelque chose, ou peu importe, on a de quoi qui est une saleté normale, qui n'est pas de l'huile ou de la graisse. On a une mousse à sec qui est faite pour ça. On n'a pas besoin d'extracteur, on n'a pas besoin d'absolument aucun équipement. C'est le produit, la brosse, puis un linge humide, c'est tout. Avec ça, on va laver les sièges en tissu, on va laver le tapis, mais aussi on va laver la voûte. Souvent, la voûte aujourd'hui, les gens accrochent, on rentre quelque chose, ou peu importe, on a accroché la voûte, puis il y a une tache. Tu ne peux pas prendre un produit fort avec ça. Tu peux pas prendre... Premièrement, tu ne peux pas prendre de brosse, parce que c'est juste collé un petit peu. Si tu vas avec une brosse, il va décoller. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on prend la mousse, on l'envoie sur la voûte, dans le plafond. On frotte avec un linge humide, puis tout va partir. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux faire les bancs, les tapis, puis la voûte avec ça. Bon, pas compliqué, puis peu importe le type de tissu, là, il y a toutes sortes de tissus qui soient un peu laineux, ou peu importe le tissu où ils vont. Ça ne change rien, même si c'est un tissu. C'est un genre de toile. Oui, comme synthétique, ça va faire la même chose. C'est fait pour nettoyer ça. Il faut y aller avec un produit qui n'est pas nécessairement puissant en pH. Fait que ce produit-là, il est fait pour ça. Mais le gros avantage, c'est que ça prend 2 minutes. Tu n'as pas besoin d'équipement. Tu as juste besoin de linge, une brosse, puis ça revient parfait. Pas de raison de ne pas le faire. Hein? Non, exact. Autre produit? On parle des cuirs. Ah, bon. Les cuirs. C'est-tu du cuir? C'est-tu pas du cuir? Exactement. c'est toujours la question. Oui, on achète une voiture, on paye pour des bancs en cuir, mais finalement, elles ne sont pas en cuir. Elles sont en cuir synthétique, en cuir... il y a tellement de soft touch. Puis c'est qui, là? C'est Toyota aussi, c'est un genre de cuir minéral. Oui, exactement. Son, pas trop. Le pire là-dedans, c'est qu'ils sont tous aussi bons. Que ce soit un naturel ou que ce soit un synthétique, aujourd'hui, c'est tellement bien fait. Par contre, la particularité qu'il faut savoir, c'est que les cuirs d'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Les cuirs qu'on avait dans les voitures, là, 25 ans, c'est des cuirs qui absorbaient. Il fallait comme les nourrir. On prenait des produits avec de l'huile, des gras de mouton, des choses de même pour nourrir le cuir. Aujourd'hui, les cuirs, ils absorbent plus. C'est qu'ils sont vernis. C'est comme un polyuréthane qu'ils mettent sur le dessus. Qu'il soit synthétique ou naturel, il est verni. C'est exactement ça. Fait que les produits de protection ne sont plus la même chose. C'est complètement différent. Et ça prend un produit qui va nettoyer ça sans assécher justement de polyuréthane. C'est l'avantage du nettoyant pour le cuir qu'on a aujourd'hui. Le cuir, c'est ce qu'il y a de plus facile à nettoyer. C'est plus facile qu'un tissu encore. OK. Fait que ça, c'est la brosse, on imbibe, on brosse, on essuie. Exactement. Tu vaporises. Tu prends une brosse dans ce genre-là. Il y en a qui peuvent avoir peur de la brosse, justement. Non, parce que le cuir, ce qu'il ne faut pas oublier, même si c'est un polyuréthane qui est dessus, c'est qu'à un moment, quand tu t'assises, c'est que le cuir est porté à se fermer. Fait que la saleté est portée à rentrer dans toutes les petites craques au complet. Puis là, à un moment, tu le laves avec un linge, et puis ça fait tout marbrer, c'est pas beau. Avec une brosse, ça va faire sortir la saleté de ça. Puis après ça, tout ce qu'on a à faire, c'est l'essuyer avec un linge sec. Puis, c'est de ne pas se gêner sur le produit. Il faut en mettre. Il faut en mettre. Puis, de toute façon, c'est pas un dégraisseur, c'est pas un produit qui est fort, c'est un produit qui est fait pour les cuirs, la nouvelle technologie de cuir, tout simplement. Et c'est vraiment... Nettoyer un siège, là, c'est 30 secondes, 1 minute. OK. C'est pas vraiment long. Ouais. Puis, il faut le protéger après. Exactement. Le nouveau protecteur pour le cuir qui est dans la ligne de Silverwax, elle, contient le polyuréthane. Ça veut dire qu'elle contient le produit qui a d'origine quand il est neuf. Fait qu'il va... On restaure là, en même temps? On restaure justement le look du cuir qu'on a eu quand on l'a acheté et en plus, ça le protège. Ça veut dire que ça va le protéger l'hiver contre la neige, contre la glace, l'été avec la pluie. C'est fait spécialement pour ça. C'est vraiment les nouvelles chimies pour les cuirs.
Est-ce que c'est le même produit si on a une décapotable et que notre voiture est en cuir au soleil? Ça va le protéger? Oui. Puis, en passant, même si on a un ancien cuir et on veut pas avoir 2 produits, on ne sait pas lequel prendre, on peut très, très bien mettre ça sur les anciennes protections de cuir. Il ne faut pas dire « ça me prend 2 produits ». Non. On peut prendre ça, ça va mettre un polyuréthane sur le cuir et ça va le protéger, peu importe le cuir. On le lave 1 fois, 2 fois par année, le cuir? Tout dépendant. Moi, c'est minimum 1 fois par année. Là. Ça dépend toujours. Est-ce qu'on travaille? Puis on est-tu dans la construction? Tout est dépendant, mais un minimum 1 fois par année le laver et le protéger au moins. Puis si on a un convertible, bien écoute, c'est 2-3 fois dans l'été, le soleil brûle le cuir carrément. Donc, il ne faut pas prendre de chance. Et voilà pour l'intérieur. Tu ne nous as pas montré de petits produits aussi pour sambon, parce qu'une fois qu'on l'a nettoyé, on peut mettre des sambons aussi. Là, oui, définitivement. Vous avez ça aussi? On a justement, on a une belle gamme parce qu'on a aussi des neutralisants d'odeur. Ceux qui ont des problèmes d'odeur dans les voitures, on a des cannes qu'on appelle des bombes, des traitements à choc qui vont complètement neutraliser les odeurs dans le véhicule. C'est fait pour ça et c'est vraiment, vraiment simple à utiliser. Ça va enlever toutes les odeurs de cigarettes ou d'animaux, peu importe. Ça neutralise en, je te dirais, 5 minutes, c'est fini. Tout est fait. Merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir. Nous sommes de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions et commentaires. Mais si on y va immédiatement, par un commentaire surtout. C'est M. Savard qui veut savoir, est-ce qu'il va y avoir plus de versions PHEV, donc des véhicules branchables, surtout dans les segments de petites voitures, petits VUS comme le CX-30, le Kona, etc., ou encore dans les petites voitures comme un Elantra, une Mazda 3, c'est dans ces véhicules-là. Je pense que l'économie carburant est déjà intéressante dans cette catégorie-là. Donc, on ne veut pas ajouter de composantes et surtout, ça ajouterait sur le prix. Et à la limite, il y aura des versions hybrides conventionnelles qui pourraient s'ajouter, comme c'est le cas dans l'Elantra. Est déjà hybride. C'est ça. Bon, tu sais, on sait la Corolla, ces trucs-là. Mais une hybride branchable, ce serait extrêmement surprenant parce que les coûts seraient beaucoup trop élevés pour le peu de bénéfices, effectivement. Absolument. On va s'entendre sur la prochaine. Toyota Yaris 2014, 90 000 km pour une étudiante. Go. Si vous la trouvez, go. Achetez-la, puis négociez pas le prix. J'ai pas le prix, mais négociez pas. Achetez-la, partez avec. Puis dites pas à personne où ce qu'elle est, parce que vous ne serez pas la première à l'acheter. Donc... C'est rare. Si on est en condition un peu, là... C'est rare et ça vaut quand même assez cher. Ouais. Mathieu dit, mon père veut s'acheter une grande berline. C'est une série 7, une Lexus, ça doit être la LS, ou encore une classe S. Donc là, on s'en va dans des produits vraiment intéressants. Puis moi, je dis, allez faire l'essai. Vous pouvez même mettre la A8 là-dedans. Oui, mais quoique la A8 est peut-être un peu moins... a vieilli un petit peu plus que les autres. Oui, a vieilli moins. Et fragile. Mais dans ces grandes berlines-là, évidemment, la Lexus LS va vous donner la plus grande fiabilité et valeur de revente. Une classe S que j'aime beaucoup perd la valeur. La classe S et la BM, évidemment, on connaît du côté de chez BM, même si on s'est amélioré pour la fiabilité. Il y a quelqu'un qui regarde pour ces types de voitures-là, et il y en a quelques-unes. Mais les prix sont intéressants là, versus le prix qu'elles étaient à l'état neuf. C'est le temps d'aller magasiner. Là. Effectivement, mais entre les trois... La Lexus pour la fiabilité, évidemment. Ouais. La série 7 pour le plaisir de conduite, cependant. Alors, évidemment, ça dépend de ce que vous recherchez vraiment dans ce monde-là. Cadillac XT5 3.6 2018, 237 000 km. C'est un représentant qui avait 8 pneus très propres. Capot qui a des petits picots, évidemment, parce que c'est de la route. Alors, il y a des petits picots. Il est un petit peu sablé sur le devant. Donc, j'ai pas le prix, mais il faut vraiment que ça soit pas cher. Puis, inspection. C'est le nerf de la guerre. Il faut le faire inspecter. Je me souviens comment c'était économique, ce nouveau moteur-là, et comment est-ce que c'était bon. Alors, la balance autour de ça, c'est ça qui est à surveiller, surtout quand on arrive avec ces kilométrages-là. C'était ça le problème du XT5, en fait. Quelqu'un qui fait du chemin semblable, généralement, il l'a entretenu. Parce qu'il avait besoin de rouler avec, il l'a entretenu. Mais de voir la condition de la carrosserie,
Ça, c'est à surveiller. Ouais. Ouais. Non, moi, je vous avoue que je n'ai pas une grande confiance au XT5 au départ. Alors, c'est sûr que j'aurais besoin d'une grande inspection d'un garagiste très, très ami avec moi. Parce que c'est pas le genre de véhicule que je conseillerais. Karim dit j'ai toujours espoir du retour d'une Golf chez Volkswagen. Est-ce que je rêve en couleur, oui ou non? Je pense que vous rêvez en couleur. Alors, je pense pas qu'on a espoir à revoir cette Golf. Nous, on aime la Golf, hein? Mais on va se rappeler que la dernière année que la Golf a été vendue au Canada, ils en ont vendu 6 000. 0 aux États-Unis, 6 000 au Canada, ça ne vaut pas l'investissement pour importer la voiture. On trouve tout ça plate puis on pleure tous en y pensant, mais ça ne reviendra pas. Ça serait très, très étonnant. Non, ça dépend quand est-ce qu'elle est prête à acheter. Là. Dans le moment, il y en a peut-être encore quelques-unes rares. Oui, mais ça date de quelques années, là. Mais non. La prochaine, Luc, qui dit « J'espère que Marc va m'appuyer parce que on s'en va dans quelque chose de bizarre. Là. » Lincoln MKT 2016, 106 000 km avec le 3.5 EcoBoost. Première génération, je pense qu'il n'y avait pas les deux systèmes d'injection à ce moment-là, donc il faut faire attention. Est-ce que c'est un bon achat? Il dit qu'il est plus beau qu'un neuf. Ah ouais. Moi, jamais le MKT. Ben, je trouvais qu'il avait l'air d'une voiture de film d'horreur, mais je trouvais ça très, très joli. Les proportions de ce véhicule-là... c'est un flex avec une version Lincoln. Là. Je veux dire, c'est encore plus bizarre qu'un flex. Oui, mais j'aimais ça vraiment beaucoup. Et le 3.5 EcoBoost, effectivement, c'est la première génération. Il faut faire attention, il est peut-être un peu moins fiable, mais... Écoutez, moi, je l'achèterais, là. Je suis pas une référence, peut-être, mais je l'achèterais. J'aime ce genre de véhicule-là. L'arrière, c'était épouvantable. Oui, mais il y a de la façon, les proportions. Il y a de la place. C'était bien fini en dedans. C'était super doux pour la conduite. Oui, c'est vrai que le look est un peu particulier. Si vous aimez le look... Tout ça, Marc, je te le donne. Si vous avez le courage d'embarquer dedans, une fois que tu roules avec, ça va bien. Le principe est toujours le même. Quand tu es au volant, toi, tu le vois pas. C'est ça. Oh. Moi, j'ai plus rien à dire. Là. Écoute, Marc, il est emballé, bravo. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Alors, vous pouvez l'acheter. Allez chercher Marc et aller faire un tour. Oui, puis je vais y aller en plus. Côté Marc va y aller en plus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'est au beau virage. On se revoit la semaine prochaine, mardi soir à 21h30 pour un autre virage.